tout d'abord regagner la confiance des électeurs pour qu'on ait des élections inclusives avec une participation assez raisonnable. Deuxièmement, organiser les élections dans des délais très stricts prévus par la Constitution. Dans notre Constitution, les membres de l'ANC, ils ont prévu que, quelles que soient les conditions, il faut que les élections législatives et présidentielles soient organisées en 2014. Troisièmement, réussir des élections pluralistes, démocratiques, inclusives, transparentes et libres. Quatrième défi, garantir que les élections auront lieu dans les 5 continents, dans 46 pays, parce que, comme vous le savez peut-être, en Tunisie, nous avons des parlementaires qui représentent les Tunisiens à l'étranger. Donc on organise des élections où il y a des candidats même dans des circonscriptions, 6 circonscriptions à l'étranger. Donc il fallait acheminer tout le matériel, donc organiser les bureaux de vote à l'étranger. Et comme vous le savez, il y a des pays comme l'Allemagne où il y a le principe de la souveraineté qui interdit que des élections étrangères soient organisées sur le territoire allemand. Enfin, un grand défi, c'est garantir l'acceptation des résultats. Et pour vous rappeler juste une chose, c'est qu'en juillet 2013, il y avait eu l'assassinat d'un leader politique en Tunisie, et on était donc à la croisée des chemins. Parce que certains disent, voilà, peut-être qu'on va s'acheminer vers le scénario égyptien. Il y avait une crise, il y avait donc carrément un blocage de la situation politique à l'époque. Finalement, donc, il fallait réussir tous ces défis et donc réussir les élections. Est-ce que nous avons essayé, est-ce que nous avons réussi à relever le défi ou pas? Donc il est temps réellement donc, de mener une réflexion posée pour dire, pour voir donc est-ce que réellement la Tunisie a pris le chemin de la démocratie ou pas. Donc pour répondre à cette question, on peut trouver une solution expéditive, une solution de facilité pour dire oui, évidemment, nous avons réussi. La preuve, c'est que d'après un rapport sur l'intégrité des élections au monde, nous avons été classés 25e sur 127 processus électoraux entre 2012 et 2014 pour les élections présidentielles et 34e donc, pour les élections législatives. Donc un classement assez bon donc, pour dire voilà, nous avons réussi des élections transparentes, intègres, démocratiques, pluralistes. Mais en fait, il faut une réflexion plus mûre, une réflexion plus profonde pour dire voilà quels sont les paramètres pour juger est-ce que les défis ont été relevés ou pas. Donc finalement on peut trouver une solution mitigée, c'est-à-dire voilà les défis qui ont été posés, voilà comment on a essayé de les dépasser, quels sont les défis à venir dans le processus démocratique. Donc les critères de la réussite. On peut dire qu'il y a 6 critères. 6 critères qui peuvent donc révéler que ces défis ont été réellement dépassés. Tout d'abord, l'organisation de 3 rendez-vous électoraux dans l'espace de 2 mois. Les élections législatives ont été organisées le 26 octobre 2014, le premier tour des présidentielles le 23 novembre et le deuxième tour le 21 décembre. Donc dans l'espace de 2 mois, il y a eu une succession de rendez-vous électoraux qui ont très bien marché. Et le calendrier qu'on a présenté au début, certains disaient que c'était un calendrier impossible. Il était impossible d'organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution. Et là, le grand défi, est-ce que nous allons commencer nos élections par une violation de la Constitution ou doit-on respecter les dispositions qui prévoient expressément que les élections devaient se passer, quel que soit X, en 2014. Finalement, donc on a dépassé ça et les élections ont commencé par un respect des dispositions constitutionnelles. Deuxièmement, l'inclusivité. L'inclusivité, à savoir la participation des gens dans les élections. Le taux de participation qui a varié entre 61% et 68%. Évidemment, ces taux prennent en considération que ce soit la participation en Tunisie ou à l'étranger. En plus de 52% des membres des bureaux de vote étaient des femmes.
Donc réellement, on arrive à une participation féminine assez importante pendant ces élections. Troisième critère, c'est la grande transparence du processus, assurée par 29 000 observateurs nationaux et près de 59 000 représentants des deux candidats au deuxième tour. Donc nous avons eu presque 90 000 personnes qui étaient là pour essayer d'épier, pour voir, observer le déroulement des élections. Ils étaient étrangers, allez-y. Donc c'était un œil extérieur qui va essayer de contrôler les îles. En plus, nous avons pu cette fois publier tous les PV des bureaux de vote, des 11 000 bureaux de vote, sur le site internet. Les PV en PDF, c'est-à-dire les PV qui, pour vous donner un résultat, une petite idée, à la fin du scrutin, dans chaque bureau de vote, on organise immédiatement le décompte des voix, le dépouillement. Donc à la suite du dépouillement, on affiche le PV dans chaque bureau de vote, on affiche le PV de dépouillement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a publié les 11 000 originaux, donc en PDF. Chacun peut donc vérifier sur Internet. Voilà, ils peuvent même faire l'agrégation des résultats pour voir les résultats, donc s'assurer que tout a été fait dans les normes. Quatrièmement, l'administration logistique et opérationnelle des élections dans les 5 continents a été jugée réussie. On a acheminé le matériel à temps, ça a commencé à temps. Nous avons eu un seul problème concernant les menaces terroristes. Donc, sur les 11 000 bureaux, on était obligé de revoir l'horaire de 56 bureaux. Donc on a limité le temps donc, pour que ça soit dans le jour, donc pas la nuit. Ces bureaux de vote, 56 bureaux, commencent à 10 h du matin et ferment à 16 h du matin. Cinquièmement, sur le plan sécuritaire, la gestion des risques a été exceptionnelle dans une région où les perturbations et les attentats ont été banalisés. Sixièmement, l'acceptation des résultats aux législatives, le nombre de recours pour les résultats n'a pas dépassé les 44 recours. Et nous avons assisté pour la première fois à un fair play remarquable. C'est-à-dire que le perdant félicitait le gagnant, c'était nouveau. Et finalement, donc, on a eu quelques éléments assez donc négatifs au deuxième tour des présidentielles, mais globalement, c'était une acceptation remarquable des résultats. Donc, on va passer aux éléments à renforcer, aux défis prochains. Donc, le bilan, c'est vrai, avec les 6 critères, on peut dire, voilà, on a très bien commencé, donc on doit maintenir et assurer la pérennité de ce processus. Mais finalement, il y a quelques éléments, donc 4 niveaux qu'on doit essayer de renforcer ou de revoir. Tout d'abord, la planification du processus. La planification du processus en 2014 a été difficile, avec une pression terrible. Donc il faut actuellement voir quand est-ce qu'on va organiser les élections locales, municipales et régionales. Donc il faut arrêter une planification assez claire. Voilà, on doit adopter le texte à telle date et évidemment organiser les élections donc dans des délais assez raisonnables. Deuxième élément, deuxième défi, la structuration de l'administration électorale. L'ISI, elle est composée d'un conseil. Le conseil dont je suis le président, il est composé de 9 membres. On a été élus en janvier et on exigeait qu'on organisait les élections avant la fin de l'année. On n'avait pas d'administration. Je donnais l'exemple toujours de celui qui devait naviguer, mais en même temps, il commence à construire son navire. Donc on l'a fait, donc on a commencé à travailler, à recruter au fur et à mesure. Donc finalement, on a ça, mais pour assurer une administration moderne, une administration pérenne, il faut évidemment revoir quelques éléments. Et là, il y a un travail à faire pour assurer réellement une administration moderne, une administration dans les normes, une administration qui est donc un but des bonnes pratiques dans ce sens. Quatrièmement, l'inclusivité du processus. C'est vrai que globalement, on a assuré une inclusivité assez importante, mais il y a encore un travail à faire. Nous avons donc pu enregistrer presque 70% du corps électoral dans le registre électoral. Donc nous avons encore un travail dans le sens où on doit permettre à tout le monde d'avoir cette inscription
que ce soit à l'étranger ou en Tunisie. Nous avons une deuxième chose concernant les femmes rurales. Évidemment, nous avons constaté que pour certaines femmes, les élections ne sont pas tout à fait accessibles. Donc on va essayer dans ce sens de travailler avec les ministères concernés, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Intérieur, pour essayer donc d'arriver à ces populations. Finalement, il y a la question qui concerne les handicapés. Évidemment, nous avons fait un effort et cette fois, nous avons utilisé une pochette braille. C'est une pochette où on peut mettre le bulletin de vote et cela a permis aux non-voyants de voter d'une façon autonome, comme chaque citoyen. Donc c'est une pochette où on trouve donc des cases, des trous, et devant chaque trou, il y a donc le numéro du candidat, donc, ou de la liste. Le non-voyant qui maîtrise le braille, donc il peut trouver facilement avec cette écriture braille, il peut trouver le candidat ou la liste pour qui il veut voter. Sinon, s'il ne maîtrise pas le braille, donc il peut compter les trous. Sinon, il est non-voyant et il est analphabète, il peut donc, selon la loi, avoir un accompagnant qui peut donc voter avec lui. Donc c'était ça, mais... L'aider à voter. L'aider à voter. Voter pour lui, parce que finalement, c'est lui qui va cocher dans la case adéquate. Donc c'est dans ce sens qu'on va essayer de voir. Nous avons un autre problème, c'est que les jeunes participent moins, c'est un phénomène mondial, l'absentéisme juvénile pour des raisons différentes. Donc voilà, donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut impliquer plus les gens dans le processus électoral. Finalement, le grand défi actuellement, c'est comment on va préparer les élections municipales et régionales. C'est pour la première fois qu'on va avoir des élections réellement démocratiques au niveau local. Il y a un travail assez important, que ce soit au niveau de la révision du découpage du territoire pour permettre réellement des régions qui représentent les intérêts locaux. Deuxièmement, comment on va permettre réellement donc, un processus démocratique qui va permettre aux citoyens de choisir et essentiellement de trouver des structures qui permettent réellement de donner des fruits assez notables au niveau du fonctionnement des collectivités locales. Je pense que c'est vraiment l'essentiel de ces éléments, des défis qui sont à venir. Je passe directement à la conclusion. Les défis des élections législatives et présidentielles ont été bien relevés. Mais il nous reste un autre grand défi. Tout doit être fait pour empêcher le retour d'un régime hybride. Un régime, donc, comme vous le savez, qui a une façade démocratique, mais au fond, il a une substance despotique. Et évidemment, cela ne doit passer que quand la démocratie permet un réel développement. Donc, et le développement, évidemment, c'est le fruit du processus démocratique. Et merci. Je vous remercie.